précise. Donc, reprenons pourquoi la taxe carbone. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que l'argument principal, c'est que dans une économie de marché, les émissions de gaz à effet ne coûtent rien, leur réduction ne rapporte rien. Donc, ça a deux effets symétriques. C'est que ça permet à l'émetteur ça incite l'émetteur à réduire ses émissions et d'autre part, ça incite les entreprises à mettre sur le marché des solutions. Donc, ça vise à un changement de comportement. Et donc là, je reviens un peu à votre. On parlera tout à l'heure, mais là, je le dis tout de suite. Hein, le fait que la taxe chez vous soit assez faible, et si je comprends bien par ailleurs, il y a des subventions à l'énergie. Évidemment, c'est pas clair qu'à ce stade, dans votre dispositif actuel, la fiscalité carbone qui existe aujourd'hui soit le moins du monde incitative. Parce que pour que ça incite un changement, il faut que ce soit visible. Donc c'est là aussi qu'il y a faut bien avoir un nœud du problème, c'est que pour que ce soit incitatif, il faut que ça pèse, et si ça pèse, c'est mal vécu. Un point sur lequel il faut pas mal insister sur la différence entre une taxe carbone et une hausse du prix d'énergie, c'est important. D'autant que vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'il y avait une taxe sur les produits énergétiques que vous vouliez transformer en taxe carbone. Ce point-là n'est pas toujours complètement évident pour les uns et les autres. Mais on va faire ça en deux temps. Imaginons que vous ayez des hausses de prix de l'énergie indifférenciées, c'est-à-dire que le gaz et le pétrole augmentent. Vous avez en fait, et qu'elles augmentent, ça augmente parallèlement. À ce moment-là, vous n'aurez pas du tout d'arbitrage entre le gaz et le pétrole. Or, le pétrole est plus carboné que le gaz. Bon. Donc, on comprend bien le premier point, c'est qu'une taxe carbone, elle est fonction du contenu en carbone de l'énergie, donc elle va être beaucoup plus chère pour le charbon, même si vous n'en avez pas, un tout petit peu moins cher pour le pétrole et moins cher pour le gaz, et en principe pas du tout de taxe carbone sur le solaire ou sur des énergies renouvelables. Ça, c'est donc la grosse différence entre une hausse du prix de l'énergie qui est indifférenciée par rapport au contenu carbone et une fiscalité carbone. Euh, et il y a un deuxième enjeu qui est un enjeu budgétaire, c'est que une hausse du prix de l'énergie, ça file dans les caisses des producteurs de l'énergie ou des distributeurs, et ça ne va pas dans les caisses de l'État. Donc c'est quand même très différent. Et c'est assez curieux d'ailleurs, pour être clair, et là je vais faire un propos un peu politique, c'est toujours très frappant de considérer que les citoyens sont moins gênés ont moins de réactions épidermiques quand c'est les marchés qui font augmenter le prix de l'énergie, considèrent que c'est une fatalité, que quand c'est la puissance publique qui se met à mettre un signal prix comme ça, parce que là ils se disent mais qu'est-ce que c'est que cet État qui me sanctionne alors qu'il est là pour me protéger. Donc évidemment, dans le système actuel où vous avez des subventions, ça va être un enjeu politique important, parce que jusqu'à présent, on aide les gens à utiliser de l'énergie, et là, on va leur dire, bah, oui, il va falloir quand même faire un peu attention à l'énergie qu'on consomme. Bon, le dernier point, je l'ai déjà dit, c'est l'effet rebond. J'ai donné l'exemple dans la rénovation énergétique des bâtiments. C'est le fait que s'il n'y a pas de prix sur l'énergie, bah, même si vous êtes dans un bâtiment qui est bien isolé, bien chauffé de manière intelligente, vous allez quand même consommer plus si votre énergie est gratuite. J'espère que là, Alors, la taxe carbone est assez adaptée aux consommations énergétiques. Dans le monde entier, c'est souvent là qu'elle se met en œuvre. Hein, que j'ai dit tout à l'heure que dans le domaine de l'agriculture, on n'avait pas envisagé de mettre une taxe carbone en France. J'ai cité aussi rapidement tout à l'heure l'hexafluorure de soufre, mais il y a un point qui est de même nature, qui sont les, les, les fluorocarbures, les HFC, qui sont utilisés dans les dispositifs qui permettent de réduire d'aérer et de réduire la température, donc les refroidisseurs. C'est utilisé aussi dans les frigos des habitations, dans les frigos des épiceries ou des grandes surfaces. Là, l'argument pour lequel on ne va pas penser à la taxe carbone dans ces dispositifs-là, c'est que le règlement est quand même beaucoup plus efficace. On dit, bon, bah, moi, je ne veux pas, à terme,
de ces produits-là, crac, je les interdis et puis je négocie le calendrier. C'est plus efficace parce que le gaz fluoré coûte vraiment pas cher du tout. C'est un élément tout à fait marginal dans le dispositif d'ensemble. Ce qu'on vit, c'est des fuites. Donc le signal prix est vraiment pas bien adapté pour ce type de procédé. Bon, donc en revanche, il y a des raisons qui font que c'est bien adapté aux consommations énergétiques. Donc je les ai évoquées au-dessus. C'est l'assiette est large et même peut être très large. Euh, Elle peut on est dans des secteurs qui sont très sensibles au niveau du prix, et donc il y a un effet, contrairement à ce que j'ai dit sur les HFC. Et puis, en général, on a une administration qui est déjà en place, avec soit des subventions, soit des taxes, et donc c'est assez facile de mettre en place ce truc-là. Donc c'est un avantage, hein, la taxe carbone. Peut-être un tout petit commentaire là-dessus, c'est que quand vous mettez en place un dispositif de quota, c'est toujours compliqué sur le plan administratif. Beaucoup d'économistes disent le quota est un système de marché, puisqu'effectivement, à un moment donné, il y a des échanges de quotas, et il y a un marché. Ils disent que c'est un élément de marché aussi parce qu'il n'y a pas d'argent qui va dans les caisses de l'État. Hein, donc c'est ça, une des deux spécificités du dispositif de quotas. Ils oublient toujours de dire que ça n'empêche que ça demande une organisation administrative qui n'est pas petite. Donc voilà les avantages de la taxe carbone. Alors pour trouver des ordres de grandeur, je suis désolé parce que là, je vous ai donné des chiffres qui sont très très élevés par rapport à ce que vous connaissez, hein, puisque là, vous avez parlé moins d'1 € la tonne de CO2. Je trouve que c'est toujours très utile d'avoir des, 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 des ordres de grandeur qui permettent de convertir tout ça en pétrole. Euh, Ça, c'est un conseil politique vraiment important, c'est que si vous communiquez la taxe carbone en dinars, je crois que je me suis trompé tout à l'heure sur votre monnaie, excusez-moi, hein, en dinars par tonne de CO2, c'est toujours très abstrait, la tonne de CO2, personne ne sait ce que c'est. Si vous conversissez tout ça en centimes, c'est mieux. Et pour vous donner un exemple très symptomatique, la révolte des Gilets jaunes en France en 2018 a été provoquée par une hausse de la taxe carbone dans l'année de 10 € la tonne de CO2, soit à peu près 2 centimes le litre, ce qui était, vu de ma fenêtre à moi, tout petit. Et en fait, ça a quand même généré une tension sociale. Ce que les gens voient, c'est le 2 centimes, le 10 € la tonne de CO2, ils ne savent pas bien ce que ça veut dire en règle générale. Et donc, je vous laisse regarder un peu ces chiffres-là pour vous les assimiler, mais je ne vais pas en dire beaucoup plus à ce stade. Là, on a fait un petit calcul sur pétrole, gaz et charbon. Là, vous voyez bien les écarts de prix relatifs si vous mettez une taxe carbone sur vos sources d'énergie fossiles. Donc, pareil, là aussi, il faut faire des petits calculs. On parlera après des ordres de grandeur qu'il faut atteindre pour avoir un effet significatif sur la consommation d'énergie. Alors, quand je dis tout à l'heure, c'est juste maintenant. Il y a des débats à n'en plus finir. Je vais peut-être prendre 5 minutes là-dessus. Je pense que ça répond aussi à une question importante sur la trajectoire des prix du carbone, sachant que je redis chez vous, il y a un sujet important qui est les subventions. Donc il va falloir réfléchir à la trajectoire en fonction du dispositif de subvention, parce qu'une subvention, c'est une taxe à l'envers. Donc si vous avez des dispositifs qui sont des taxes négatives, si vous voulez mettre une taxe positive, il faut quand même réfléchir au total des deux. Hein. C'est ça qui a un effet sur la consommation, parce que pour finir, certes, la taxe, elle est liée au CO2, et elle doit être calculée de cette manière-là pour déformer les comportements en faveur du bas carbone, on est bien d'accord. N'empêche que, pour finir, l'acheteur, le consommateur, lui, ce qu'il voit, c'est un prix TTC. Donc, il voit un prix avec l'ensemble des autres instruments fiscaux ou subventionnels. Et donc, c'est ça qu'il voit. Et c'est ça qui va faire bouger son comportement, le cas échéant. Ce grand tableau, c'est pour vous donner des ordres de grandeur, des chiffres auxquels
les uns et les autres réfléchissent et comment d'ailleurs ils réfléchissent. Je vais essayer d'aller assez vite, mais quand même, ça vaut le coup de s'arrêter. Il se trouve que, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai fait partie des 2 commissions Quinet, 2008 et 2019, qui sont les 2 premières colonnes, France 1, France 2, qui ont proposé un prix du carbone qui a servi, ou qui peut servir de base au calcul de la taxe carbone. Vous voyez qu'entre 2009 et 2019, hein, facteur 4 et neutralité, ça veut dire que les objectifs, les ambitions de la France ont été augmentées. Facteur 4, c'était divisé par 4 les émissions en 2050 par rapport à celles qu'elles étaient en 90. Neutralité, c'est être neutre carbone en 2050. Ça ne représente pas l'objectif des pays en développement, mais à un moment donné, il va falloir qu'ils y arrivent. Et donc, quelque part, l'objectif de neutralité, il faudra qu'il soit atteint, même si c'est plus tard. Et vous voyez qu'il y a des écarts de prix très significatifs, notamment quand vous regardez ce qui se passe en 2030 et 2050. Vous voyez qu'en 2009, on recommandait un prix d'environ 100 € la tonne de CO2 à horizon 2030, et que en France, on recommande un prix de 250 € l'année dernière, et que pour les années 2050, c'est encore plus élevé. Il y a 2 éléments qui explique l'écart très significatif entre ces deux rapports. C'est un, l'ambition de l'objectif qui est plus forte en 2019 qu'il n'était en 2009, mais il y a un autre élément, là je sais parce que j'ai beaucoup participé aux travaux de ces 2 commissions, c'est que de 2009 à 2019, il n'y a pas eu d'avancée très significative, très substantielle sur les émissions de gaz à effet de serre du territoire français, ce qui fait qu'en gros, on a pris du retard, quel que soit le niveau d'objectif, on a pris du retard par rapport à cet objectif. Donc, dit encore autrement, même si on avait laissé comme objectif facteur 4 pour France 2, on aurait eu des prix assez significativement supérieurs à ce qu'on voit en 2015, ce qu'on voyait en 2009 pour les prix projetés à horizon 2020, 2030, 2050. Là, le message très explicite qui est derrière, c'est un message politique majeur qui est que plus vous attendez pour mettre en place des politiques et mesures qui visent à réduire les émissions, si c'est bien ça l'objectif, plus la contrainte qu'il va falloir exercer est élevée. Les économistes qui ont fait les calculs, ils ont fait des calculs sur la base de modèles, hein, qui sont des modèles énergétiques et macroéconomiques. On peut discuter de la qualité de ces modèles, on peut dire tout ça est un peu abstrait, théorique, mais sauf que les modèles donnent quand même des tendances qui sont les mêmes, et notamment, il n'y a aucun doute que tous les modèles, certains étaient les mêmes que ceux qu'on avait utilisés en 2009, tous donnaient des besoins de signaux prix plus importants en 2019 que ce qu'ils donnaient en 2009. Un deuxième point sur lequel j'insiste un tout petit peu là-dessus, c'est que ces prix du carbone, ce n'est pas forcément des taxes carbone explicites, hein. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a aussi des dispositifs de règlement et de normes qu'il faut mettre en place en parallèle. Et le prix, là, ça peut être une indication du niveau de contrainte qu'on va faire subir. Donc, dit encore autrement, une manière très simple, si vous avez des prix très élevés, comme vous le voyez dans certaines simulations dans la colonne monde 8, vous voyez de 12 000 €, 12 330 €, il y a certains cas de figure où on voit apparaître des prix extrêmement élevés. Donc, tout ce qui ressemble à des prix très élevés ou très quasi infinis, en fait, c'est une manière de dire que ce n'est même pas un signal prix qu'on mettra, mais c'est une interdiction. Donc voilà, donc le dernier point de ce grand tableau, c'est que vous voyez qu'il y a des diversités assez significatives de niveau de prix. Là, on est surtout sur des variés. Il y a la France, UK, Allemagne, USA, monde. Et ceci donne à réfléchir. Là aussi, j'insiste, là pour le coup, il y a une énorme différence entre les pays en développement et les pays développés. C'est vraiment complètement évident. C'est-à-dire que dans les pays développés, on va forcément voir apparaître des prix des taxes carbone très supérieurs à ceux qu'on va avoir dans les prix en développement pour des raisons évidentes, des raisons économiques évidentes.
et aussi pour des raisons d'équilibre politique entre les pays qui doivent faire de gros efforts, qui sont les pays déjà développés, et les pays qui ont leur développement d'heureux et à qui on ne peut pas du tout demander les mêmes efforts. Ça se traduit tout à fait par des différences de prix très significatives. Donc là, la conclusion pratique, c'est que si vous entendez un économiste qui vise, qui promeut un prix unique mondial du carbone, vous pouvez penser que c'est probablement une vision un tout petit peu théorique de la question qui est posée. Moi, je ne partage pas du tout ce point de vue, c'est-à-dire je crois vraiment que c'est un peu comme les monnaies, il va falloir envisager des régimes de prix du carbone assez différents selon les pays. Là, juste une question, s'il vous plaît, par rapport au tableau, si vous permettez. Bien sûr. Vous parlez là de prix théorique, comme vous l'avez bien dit. Est-ce que ceci sous-entend qu'on comprend la totalité des émissions de gaz à effet de serre, tout secteur confondu, et qu'on essaie de voir quel serait le prix carbone qui devrait être imposé ou taxé ou par n'importe quel moyen d'imposition, que ce soit la taxe ou un quota ou autre, pour pouvoir atteindre, par exemple, la neutralité carbone ou les 2 degrés. Enfin, c'est juste pour comprendre un peu la logique générale. C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, grosso modo, la manière dont c'est fabriqué, ce truc-là, c'est qu'on fait tourner un gros modèle. Le modèle, c'est faire une petite boucle de rétroaction entre le calcul des émissions, tout secteur confondu, tout gaz confondu, et le prix qu'on va mettre à ces émissions. Parce qu'en fait, les émissions, elles sont liées à des consommations d'énergie ou à d'autres consommations. En mettant un prix interne dans les modèles qui est plus élevé, on change les comportements. C'est les élasticités qui sont dans le modèle. Je ne vais pas trop rentrer dans la technique. Et vous avez raison, c'est-à-dire que c'est bien tout secteur confondu. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, j'étais un peu prudent. J'ai dit ces prix-là peuvent servir de base au calcul d'une taxe carbone, mais ils peuvent aussi être interprétés un peu différemment parce qu'ils peuvent être interprétés comme la manière un peu théorique, un peu abstraite d'un modèle économique de simuler un règlement ou une contrainte qui n'est pas exactement un signal prix. Mais dans tous les cas de figure, on est bien d'accord que ça concerne l'ensemble de tous les gaz à effet de serre. Et donc, ça veut dire aussi que si votre taxe carbone ne concerne, notre taxe carbone ne concerne que les 2/3 des émissions d'un pays donné, il faut s'intéresser au dernier tiers et savoir quels sont les instruments qu'on met en place. Si on peut mettre une taxe carbone, il faut voir comment on fait. Donc, typiquement, par exemple, sur l'agriculture, les histoires d'engrais, de méthane et machin, je peux vous dire tout simplement et tout modestement qu'en France, on n'a pas encore trouvé la manière dont on allait s'y prendre. C'est très sensible sur le plan politique pour une raison assez facile à comprendre, c'est que la situation en France des agriculteurs est très difficile actuellement et donc la moindre contrainte est vécue comme quelque chose comme une agression et risque de générer politiquement. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, merci. Juste une autre petite question de part de nos collègues ici dans la salle. Je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment un intervalle sur le prix théorique. Par exemple, on voit ici l'exemple, l'intervalle est très très large, 232 et 12 000 euros. Est-ce qu'il y a des explications sur ça, en fait? Oui. Pourquoi il y a un écart aussi important? Oui, alors ça, c'est une bonne question. Oui, alors il y a des raisons. C'est que l'économie n'est vraiment pas une science exacte. Donc, quand vous voyez neutralité, la colonne 2, la France 2, 87, 250, 775, il faut bien comprendre, moi je redis, là, j'étais témoin, et même plus que témoin, co-acteur de ces choix, les modèles donnaient des prix assez variés. Donc ça, c'est des recommandations d'une commission qui a elle-même, en son sein, été amenée à faire des choix face à des résultats qui étaient assez différents. Plus le temps passe, c'est-à-dire plus on se projette loin, plus l'incertitude est élevée. Donc, l'incertitude élevée, d'une part, il y a une incertitude où il y a un biais de modélisation, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que si vous utilisez 3 modèles différents qui ne sont pas fabriqués de la même manière, ce n'est pas du tout comme la science du climat. La science du climat, c'est une science exacte. Et donc, il y a des incertitudes, mais qui ne sont pas de l'ordre du risque de modèle. Et en matière d'économie, il y a ce problème-là qui est que les équations économiques qui sont derrière ne sont pas de l'ordre de la science exacte, donc elles donnent des résultats différents selon la manière dont les modèles
sont faits. OK. Alors, je vous ai présenté ce petit slide pour vous dire deux choses. D'une part, entre les économistes qui ont fait les calculs sur quel serait le bon niveau de tonnes de CO2, ils n'ont pas arrêté de faire croître en montant le chiffre qu'il sortait. Donc 27, 32, 250, vous voyez, c'est boiteux qui naît, c'est des économistes. Les politiques, vous voyez, projet de loi Sarkozy, 17, alors que les économistes recommandaient plutôt 32. Hollande, 7, puis 22. Donc vous voyez, et Macron, 44. Vous voyez donc deux choses. Un, les économistes font croître le niveau de prix auquel ils pensent qu'il faut agir, et d'autre part, les hommes politiques et l'opinion qui est incarnée par les hommes politiques ne suivent pas les recommandations des économistes. Le message qui est derrière justifie ma position sur le fait qu'on ne peut pas mettre tous les œufs dans le panier de la taxe carbone. Donc, c'est une très forte recommandation que j'ai vis-à--vis de vous, qui est de dire, vous avez un design à mettre en place sur la taxe carbone, vous ferez ce que vous pourrez, vous essayerez, si vous êtes très convaincu, de faire croître autant que possible ce prix sans créer d'émeutes, mais personne n'arrive, je pense qu'il y a un seul cas dans le monde, hein, qui est celui de la Suède, pour lequel il y a un prix qui est un peu important, mais quand on regarde en détail ce qui s'est passé en Suède, on voit qu'ils ont pris plein d'autres mesures de politique publique, il y avait des réseaux de chaleur, il y a eu plein d'aides à l'investissement, ils ont fait beaucoup de choses. Donc la raison pour laquelle je vous montre ce transparence, c'est que vous voyez bien le mismatch qu'il y a entre les calculs théoriques des économistes qui partent de modèles, mais qui sont peut-être théoriques, mais qui représentent quand même quelque chose, ce n'est pas une information nulle. D'autant qu'il y a des économistes qui pensent qu'il faut encore être plus élevé que ça, et la faisabilité politique qui fait qu'on ne peut pas croire un instant au fait que la taxe carbone soit l'instrument unique. Simplement, il faut faire un peu attention en termes de message, parce qu'il ne faut pas interpréter mon propos comme étant il n'y a pas besoin de taxe carbone. Ce n'est pas du tout ça que je dis. Hein. Je dis la taxe carbone, c'est utile, mais en règle générale, on va avoir du mal à la mettre au niveau qu'il faudrait pour que, en tant qu'instrument unique, elle soit suffisante pour résoudre notre problème et atteindre nos objectifs.